Bonjour à toutes et à tous. Il y a des personnes qui sont en distanciel, hein, donc c'est pour ça qu'on a le micro, parce que sinon ça suffirait pour échanger. Je suis Gabriela Béaïd et je vais modérer ou animer cette petite table ronde, cet échange sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on va échanger au cours de cette table ronde sur un sujet essentiel, hein, qui sont les intelligences artificielles, mais plutôt sur une problématique un peu plus large qui est comment penser et construire une intelligence artificielle égalitaire, qui est à la fois porteuse de progrès et respectueuse des droits humains au sens très large, hein. Donc, notamment en parlant d'égalité femmes-hommes, mais aussi en parlant d'écologie. Euh, Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les intelligences artificielles, c'est qu'elles ont cette ambivalence, hein, qui est source de progrès et en même temps source de destruction. Et aujourd'hui, c'est comment on s'interroge avec un regard euh, féminin, ou en tout cas féministe, hein, sur ces problématiques. Alors, nous avons, avant de vous présenter, je vais quand même dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui, euh, est-ce qu'elle est en dépit des promesses, est-ce qu'elle serait, ou est-ce qu'elle est, ou elle serait neutre? Est-ce que les systèmes algorithmiques reproduisent-ils ou amplifient-ils, voire automatisent les biais sexistes préexistants dans nos sociétés? C'est des questions euh, qu'on va essayer d'éclairer ensemble. Donc, nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir deux intervenants d'exception. Donc, chacune qui réfléchissent et qui interviennent sur les questions d'intelligence artificielle à leur manière. Donc, on a d'abord Muriel Garnier, qui est ingénieure informaticienne. Donc, tu as mené une carrière dans la transformation digitale en cabinet de conseil, mais aussi tu as dirigé le système, enfin, la DSI, donc directrice des systèmes d'information d'un groupe dans l'industrie nucléaire. Et depuis 2017, tu es, on va dire, Madame Intelligence Artificielle du laboratoire de l'égalité, mais également trésorière, donc Madame Argent et Soussou, hein. Et donc, c'est ton combat, hein. Tu agis sans relâche pour réduire les biais sexistes, hein, dans les intelligences artificielles. Et d'ailleurs, le laboratoire de l'égalité a produit une étude et un pacte pour une intelligence artificielle égalitaire euh, que tu pourras nous présenter tout à l'heure, en tout cas, qui est là à vos dispositions. Juliette Duquesne. Alors, tu es autrice, conférencière, journaliste et tu es spécialisée dans les questions d'écologie et les questions sociétales. Et tu as fondé un média qui s'appelle Carnet d'alerte. Et tu as aussi accompagné, comme on pourrait dire, une collection d'enquêtes avec Pierre Rabhi, alors, dont un livre est présent, où tu traites d'enjeux fondamentaux, mais celui-là plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'humain au risque de l'intelligence artificielle. C'est une enquête, hein, rigoureuse où tu as pu échanger avec beaucoup d'interlocuteurs pour pouvoir remonter les problématiques, ou en tout cas soulever les problématiques que va générer ou génère déjà les intelligences artificielles. Euh, donc, merci, hein, toutes les deux pour votre présence. Et place à la discussion, et je vais commencer par une première question qui est liée avant d'aller dans les biais, les problématiques, mais en fait, c'est quoi l'intelligence artificielle? On en parle à toutes les sauces. Et je vais commencer, oui, avec toi, Muriel. C'est quelle définition aujourd'hui on pourrait donner, comment ça fonctionne, les intelligences artificielles? Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? D'accord. Vous m'entendez là? Non, vous m'entendez? C'est bon, là. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Oui, c'est mal. Je m'entends pas. Là, c'est bon. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, hein. Merci à la clé de m'accueillir à cette table ronde. Alors, pour répondre à la question de Gabriela, je vais vous donner trois angles. Un angle technique, sans vouloir vous assommer avec des termes techniques, vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une IA, hein, sur le plan technique. Un deuxième angle sur le plan économique et troisième angle féministe, angle sur lequel on travaille au laboratoire de l'égalité. Alors, la définition technique, si on prend ex nihilo, c'est un ensemble, en fait, de théories, de systèmes, de techniques qui permet aux machines, donc soit des robots, des ordinateurs, des applications, de simuler l'intelligence humaine.
Donc, ça veut dire que ce sont des systèmes qui apprennent, qui comprennent et qui font des propositions, qui même vont jusqu'à prendre des décisions. Alors, ce qu'il faut savoir, on parle d'intelligence artificielle, ça existe depuis 1950. En fait, en 1950, Alan Turing a commencé à faire une théorie et même a commencé à étudier l'intelligence de machines. En fait, c'est resté à l'état de théorie, de principe, jusque dans les années 70 à peu près, où là, on a vraiment programmé des systèmes concrets et là aussi, sans vouloir rentrer dans la technique, on appelait ça à l'époque des systèmes experts. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des bases de connaissances, par exemple, une base de connaissances de médecins sur les symptômes des maladies. On mettait en place un moteur de règles. Si vous avez de la toux, si vous avez de la fièvre, eh bien voilà, tel symptôme, vous avez telle maladie. Donc ça s'appelait des systèmes experts qui permettaient en fait de reproduire les connaissances et le raisonnement d'un expert humain dans un domaine spécifique. Après, on est passé, et là, c'est là où on a gravi vraiment une marche, avec les systèmes apprenants automatiques. Alors, vous avez dû entendre parler de machine learning, et ça existe depuis plus de 15 ans, où là, on a mis en place des IA, alors c'est là où on s'approchait peut-être plus de l'intelligence artificielle, mais en fait, qui apprenaient automatiquement. Donc, en fait, on les alimente avec des données, beaucoup de données, et derrière, on a des modèles mathématiques, des modèles de prévision, etc., qui, derrière, produisent, à partir de l'analyse de ces données, font des propositions. Donc, par exemple, si c'est la médecine, en fait, on n'a plus de moteur de règles, on a juste des analyses de milliers de dossiers médicaux, et à partir de là, le système est capable de dire quelle maladie vous avez, ce qui change des systèmes experts. Et depuis 2022, on a maintenant un super outil que tout le monde doit utiliser, peut-être, ChatGPT. En fait, ce qu'on a appelé l'IA générative. Donc, l'IA générative va plus loin dans le sens où ça génère, à partir de différentes sources, des contenus. Donc, on peut générer du texte, mais du contenu nouveau. Donc, on peut générer du texte, on peut générer des images, de la vidéo, du son. Voilà. Donc, il y a du ChatGPT, il y a du Mistral qui est français, il y a du chinois. Bon, enfin, il y en a beaucoup. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est confronté à avoir mis entre les mains du grand public cette IA générative. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est en train de se diffuser à grande échelle avec derrière, on l'évoquera après, pas mal de risques. L'angle économique. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est le secteur du numérique et dont l'IA, ça représentait en 2023 à peu près 66 milliards de dollars en France. D'accord? On est sur un secteur le plus en croissance. En moyenne, c'est 6,5% de croissance par an de ce secteur du numérique. Alors, quand on dit numérique, c'est l'IA, les applications, les infrastructures, les réseaux, tout ce qui concourt à produire cette IA et ces applications. C'est le secteur le plus rémunérateur, c'est là où il y a 90% de CDI, et on sait à peu près que d'ici 2030, 30% des emplois seront dans le numérique. Et donc voilà le contexte économique. Maintenant, si vous regardez sous l'angle féministe, eh bien, face à ça, vous ne trouvez pas de femmes, pratiquement. Dans les entreprises, on a à peu près 30% de femmes dans le numérique, mais dont les fonctions support. Et donc, on a réellement 15% à peu près dans les postes techniques, 18% à peu près dans les postes de direction. Et comment on en arrive là? C'est parce qu'en amont, dans les écoles, on a aussi perdu, dans les filières scientifiques, on n'a plus que 27% de filles, dont à peu près 15 à 17% dans ce qu'on appelle les filières numériques et sciences de l'information. Donc le vivier s'est appauvri, n'alimente plus les entreprises, et c'est ce qu'on verra après. Donc, plus vous êtes dans un monde masculin, on a pratiquement plus de 80% de développeurs, eh bien, on se retrouve face au sexisme de l'IA. C'est-à-dire que les développeurs, inconsciemment, vont reproduire dans la conception et le développement des algorithmes ces stéréotypes, et on va se retrouver avec des
des algorithmes et des bases de données, on y reviendra. On va revenir Ouais. juste Et après puis, sur cette question. voilà. Et donc, nous, on appelle ça le cercle infernal, parce que vous avez du sexisme de l'IA et on a le sexisme dans l'IA, qui en fait n'attire pas les jeunes filles dans les écoles. Et de fait, on n'a plus de vivier aussi pour alimenter les entreprises. Donc voilà l'angle aussi féministe par rapport, et c'est un vrai paradoxe, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce secteur, vous dites, pour l'émancipation économique des femmes, on va passer à côté de quelque chose. Et aussi parce que c'est une véritable révolution technologique qui est en train de nous impacter à tous les niveaux, privé, professionnel, et les femmes ne seront pas là. On va reproduire, en fait, le monde du passé avec tous les biais existants de genre. Voilà. Merci. Juliette, dans ton livre, tu présentes un peu une théorie, en tout cas pas une théorie, un constat de comment l'intelligence artificielle a commencé à être utilisée, par qui, et peut-être tu pourras nous l'expliquer juste après nous avoir donné ta définition Oui. toi, de l'intelligence artificielle. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Oui, alors c'était intéressant. Moi, dans l'enquête, j'ai interrogé beaucoup de chercheurs, d'ailleurs, sur la partie sur les biais, etc. Et à chaque fois, je demandais à tout le monde la première question, donc j'ai interrogé une centaine de personnes, c'était comment vous allez définir l'intelligence artificielle. Alors, je pense que le mot intelligence artificielle n'est pas le bon mot déjà, parce que y en a qui disaient qu'on aurait pu mettre imitation, c'est surtout en fait des ordinateurs qui sont capables de traiter énormément de données et qui ont donc des capacités de calcul très importantes, et en plus qui arrivent donc, de calcul et de mémoire, mais c'est vrai ils ne font pas exactement ce que fait l'intelligence humaine. Pour preuve, par exemple, un enfant, on va lui donner une photo de chat ou de chien, il va tout de suite, une fois ou deux, il va savoir ce que c'est un chien ou ce que c'est un chat. Une machine d'intelligence artificielle, il va falloir des milliers de photos pour réussir à définir si c'est un chien ou un enfant, ou un chien ou un chat. Donc on voit que c'est-à-dire qu'il y a parfois les intelligences artificielles vont dépasser nos capacités et parfois ils vont faire beaucoup moins bien que nous en fait. Et ce qui était intéressant, c'était Daniel Gossens, c'est un chercheur que j'ai interrogé, et il me disait ce qu'il n'arrivait pas à reproduire, et là on n'y arrive toujours pas, on va le faire aujourd'hui, c'est comment nous, au fil des années, on arrive à s'y retrouver parmi toutes les informations qu'on ingurgite. L'être humain, c'est un peu un acrobate. Toutes les informations qu'il va avoir tout au long de sa vie et de son enfance, il arrive à s'y retrouver comme ça. Et ça, ils n'arrivent pas à le reproduire dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça qui est intéressant, je pense, sur ce sujet, c'est que je pense, voilà, c'est surtout des machines qui sont capables de produire, voilà, d'avoir des énormes capacités. Et moi, l'autre question qui est beaucoup revenue aussi, est-ce que tout algorithme, voilà, est-ce que tout algorithme est un algorithme d'intelligence artificielle? Et donc, ce qui était revenu aussi beaucoup, ça, c'est un autre chercheur, Nicolas Sabouret, qui disait, c'est les algorithmes qui sont capables d'heuristique. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne va pas donner la bonne solution, mais une bonne solution parmi un temps de calcul raisonnable, en fait. Par exemple, le GPS, vous allez l'utiliser et il va trouver un chemin dans un temps de calcul raisonnable. Et pas forcément un seul, il y a plusieurs chemins possibles. Ça serait un peu pour la définition de l'intelligence artificielle. Et alors, moi, dans l'ouvrage aussi, il y a des questions un peu philosophiques, où c'est qu'est-ce que l'intelligence aussi? Ça pourrait être beaucoup plus large. Voilà, qu'est-ce que l'intelligence? En tout cas, je pense que c'est surtout des machines qui ont énormément de capacités de calcul et de mémoire. Et ça, c'est sûr que et qu'il n'y a pas de rupture technologique, en fait, ces derniers temps. On parlait tout à l'heure de ChatGPT, et c'est sûr que ça a énormément augmenté la façon dont on allait utiliser l'intelligence artificielle, que du coup, surtout la grande nouveauté, c'est que l'algorithme s'entraîne sur pratiquement l'ensemble des données d'Internet. On en reparlera tout à l'heure, du coup, ça consomme énormément d'énergie et ça pollue énormément. On en reparlera tout à l'heure. Mais, et en plus, l'intérêt aussi de ChatGPT, et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant au quotidien pour certaines personnes, c'est que c'est multifonctionnel. Il peut faire plusieurs tâches, ce qui était beaucoup moins le cas avant. Donc, c'est vrai que ça il y a oui, mais par contre, il n'y a pas de rupture technologique en tant que telle, même avec ChatGPT. Et c'est ça qui était intéressant dans cette enquête aussi, c'était de voir à chaque fois comment il y a beaucoup de mythes autour de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en plus, on est tous nourris de beaucoup de discours de science-fiction. Et donc, on a toujours l'impression que le risque, c'est
que les machines vont prendre le pouvoir dans 50 ans sur nous et qu'elles vont être plus intelligentes que nous. Alors, bon, on en parlera tout à l'heure, mais moi, je pense que ça n'arrivera pas parce que tout simplement, il n'y aura pas assez de métaux, il n'y aura pas assez d'énergie, et puis que de toute façon, les machines ne reproduiront jamais l'intelligence humaine. Ils feront d'autres choses, mais ils ne reproduiront pas l'intelligence humaine. Donc, pour moi, on n'arrivera jamais à des intelligences artificielles conscientes, comme on dit, d'une intelligence artificielle forte. Mais le risque, c'est plutôt qu'aujourd'hui, et ça, le risque, il est réel et on en reparlera tout à l'heure. On va dire peut-être ça comme ça emmènera sur ta question sur où est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle et dans mon enquête, le lien que j'ai pu voir. C'est-à-dire que le risque, c'est pas que demain, il y ait une intelligence artificielle forte, consciente, qui prenne le pouvoir sur les humains. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, à force d'interagir avec des machines et des programmes d'intelligence artificielle, on devienne nous-mêmes des machines, qu'on appauvrisse notre langage et qu'on devienne des machines. Et c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Je pense qu'on est tous, on le voit bien, là, en plus, ça a explosé ces derniers temps. Donc, on voit bien que ça arrive. Moi, je fais pas mal de conférences sur ce sujet-là. Et je vois bien à chaque fois que les personnes, dans les discussions qu'on peut avoir, l'augmentation de la numérisation globalement, même pas que l'intelligence artificielle, est problématique pour beaucoup de personnes, de tout âge d'ailleurs, et qu'il y a une vraie question, et ça c'est presque un débat politique à avoir sur l'usage de l'intelligence artificielle. Et moi, c'est vrai que pour la question, par rapport à la question de départ, moi je ne pense pas du tout justement que l'outil d'intelligence artificielle soit neutre. Je pense qu'il est aussi le résultat de notre société qui va vers la productivité, l'efficacité, et c'est ça qui a produit l'intelligence artificielle, l'ordinateur, puis l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'il y a la question légitime de se poser la question des femmes, de la place des femmes, et plus globalement, je pense, et ça, on y reviendra tout à l'heure, de se poser tout simplement la question de vouloir aller toujours vers plus de fuite en avant technologique. Et donc, il y a la question des femmes, mais peut-être aussi que les femmes, ça c'est une question, hein, je n'y réponds pas, chacun y répondra, mais on peut se poser la question aussi que c'est peut-être aussi un intérêt moindre pour aller vers une société qui va toujours plus vers plus d'efficacité. On en parlera tout à l'heure, on peut avoir des usages très précis de l'intelligence artificielle qui peuvent être intéressants, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est quand même utilisée en masse pour nous mettre en données et nous proposer de la publicité ciblée. Et justement, moi, j'ai fait un parallèle intéressant dans mon enquête. J'avais fait une enquête il y a quelques années sur les excès de la finance, où j'avais bien vu les raisons de la crise des subprimes, où on a vu que dans la finance, avant c'était des traders qui achetaient les actions, et progressivement ce sont des ordinateurs qui ont vendu et acheté des actions à la microseconde via des algorithmes d'intelligence artificielle pour que tout soit liquide. C'est-à-dire que c'est une théorie économique qui dit qu'il faut qu'on puisse vendre et acheter une action à tout moment, même à la microseconde, pour que l'investisseur n'ait pas de risque. C'est-à-dire, on parle de liquidité des marchés, c'est-à-dire qu'on dit plus le marché est liquide, mieux c'est, parce que l'investisseur, quand il veut revendre son action, quelqu'un va lui racheter tout de suite. Et donc, on dit ça, c'est positif. Parce que, alors, d'autres économistes disent que c'est plutôt dangereux parce que ça peut être très dangereux pour l'entreprise parce que du coup, son actionnariat va énormément changer. Mais voilà, on a voulu sur les marchés financiers qu'il y ait toujours plus de liquidité et ça, on l'a fait avec les algorithmes et les algorithmes d'intelligence artificielle. Ça a causé en partie la crise des subprimes puisqu'on a fait des algorithmes très complexes qui achetaient, qui vendaient des produits financiers. Plus personne ne savait où étaient les produits, l'argent, etc. Ça a en partie causé la crise des subprimes. Alors, non seulement après cette crise-là, on n'a pas réformé la finance, mais on a mis ce système sur l'ensemble de la société. Aujourd'hui, on peut acheter tout via des algorithmes à tout moment, très rapidement, donc tout est liquide hein, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et même la rencontre amoureuse doit être liquide, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, grâce aux applications de rencontre, pouvoir rencontrer quelqu'un à tout moment via un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, même dans notre intimité, ce principe qui a été mis dans la finance a été appliqué à l'ensemble de la société. Et moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est que ça n'a pas été questionné. On n'a pas demandé, il n'y a pas eu de débat politique électoraux pour se poser la question, est-ce qu'on a envie que ça soit mis à l'ensemble de la société? Donc ça, je pense que c'est vraiment problématique, d'autant plus que moi, j'ai vraiment vu le lien dans mon enquête, j'ai interrogé des gens qui venaient de la finance et qui ont été ceux qui ont mis en place
le fait que quand on se connecte sur Internet, votre profil il est mis aux enchères à 120 millisecondes, pas à la microseconde comme sur les marchés non financiers, mais à 120 millisecondes, c'est-à-dire vous vous connectez et donc savoir quelle publicité va arriver, c'est exactement le même système qu'il y a sur les marchés financiers. Je les ai interrogés et eux ils étaient très fiers, ils me disaient oui, il faudrait que ça aille encore plus vite. Et moi j'avoue que j'avais pas au départ fait le lien, que c'était exactement les mêmes qui avaient mis en place dans la finance, ils l'avaient mis sur l'ensemble de la société et notamment ces ventes aux enchères qui mettent aux enchères notre profil. Et donc, c'était intéressant. Et je dis oui, bah, c'est aux États-Unis qui ont mis ça en place. Nous, on l'a fait aussi à la suite. Et je trouve que cette question-là, elle est essentielle et ça montre que c'est aussi très politique. Comment on utilise ces intelligences artificielles, dans quel but? Et c'est pour ça que je vais enchaîner, puisque tu disais qu'on n'a pas assez interrogé. Et donc, moi, je vais vous poser la question assez directe. Donc, je vais commencer par Muriel. C'est l'intelligence artificielle est-elle sexiste? Et est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont les algorithmes sont faits, la façon dont on utilise l'intelligence artificielle, la façon dont on produit l'intelligence artificielle, est-ce que c'est sexiste? Et est-ce que tu as des cas concrets, peut-être que vous avez vu avec vos enquêtes? Je te poserai directement la même question pour compléter. Alors, intrinsèquement, l'IA, au départ, n'est pas sexiste, puisque ce sont des programmes, des modèles mathématiques, statistiques, de la programmation, donc. Et en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on a à peu près plus de 80% de développeurs, qu'en fait, comme je vous le disais, inconsciemment, ces développeurs reproduisent des stéréotypes, tous inconsciemment, lors de la conception et du développement de ces algorithmes. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comme ces systèmes exploitent des milliers de données, ces données, ce sont à la base des données historiques, donc de la société passée, et donc cette donnée historique reflète la société passée, comme je disais, avec, j'allais dire, une moindre proportion de femmes, c'est-à-dire que dans ces bases de données, on a moins de données représentatives de femmes que d'hommes. Et par exemple, dans le système de santé, alors ça, vous avez dû en entendre parler, par exemple, pour le diagnostic de crise cardiaque, les symptômes d'arrivée de crise cardiaque pour les hommes sont différents des symptômes de ceux de la femme. Or, pour diagnostiquer l'arrivée d'une crise cardiaque pour une femme, eh bien, beaucoup sont passés à côté parce qu'effectivement, dans ces bases de données, en utilisant ces outils d'IA, le diagnostic n'était pas donné puisqu'on partait de données d'hommes. Dans la banque, dans l'assurance, il y a beaucoup de cas aussi, par exemple, d'octroi de crédit. À l'époque, les femmes n'empruntaient pas ou très peu. Donc, on leur donne un petit plafond de l'époque, même si elles ont les revenus ad hoc. Vous avez des sujets sur la reconnaissance faciale. Les systèmes de reconnaissance faciale sont bien moins précis sur différentes populations. Donc, là aussi, on reconnaît plus de blancs que de populations asiatiques, africaines, etc. Il y a le fameux cas d'Amazon. Ça, vous deviez. Et le sujet, en fait, de tous ces cas, c'est que ça existe depuis très longtemps, puisque ces algorithmes ont été créés depuis plus de 15 ans. Et donc, si on n'intervient pas sur ces bases de données et ces algorithmes, on va reproduire les mêmes schémas que dans la société passée. Et pour vous dire, quand on programme dans l'IA, on a créé des plateformes, ce qu'on appelle des hubs, tu dois connaître ça. Et donc, ces hubs, en fait, ça vous permet, quand vous faites un programme, vous pouvez extraire des parties de votre programme, de votre algorithme, le déposer sur ces plateformes et les autres développeurs peuvent reprendre, faire du copier-coller de ces parties programmes, ce qui accélère bien évidemment le processus de développement. Et en fait, quand on est une fille, on dépose avec son nom, eh bien, quand c'était repéré que cette partie programme était produite par une fille, en fait, les hommes ne prenaient pas ces parties. Donc, il y a une propagation aussi incroyable à travers ces plateformes
Si ces parties de code, d'algorithmes sont biaisées, eh bien, ça va se propager à une allure exponentielle du fait du copier-coller, quoi. Donc, il y a une reproduction qui, de fait, se fait lors des développements et de la conception. Pour répondre à ton exemple, donc si les hommes ne reprennent pas la partie du code de développement qui est proposée par une femme, le problème, est-ce qu'il est numérique, est-ce qu'il est technique, ou il est tout simplement lié à l'éducation de ces garçons qui ne trouvent pas légitime dans ce qui est déposé gratuitement en open source par les femmes? C'est un problème d'éducation, totalement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, je ne sais pas si on va rentrer dans les solutions. Si, Mais non, en fait, aujourd'hui, il y a vraiment des solutions qui permettent de débiaiser ces algorithmes et d'identifier justement le fait qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le gender gap dans les bases de données. Et on fait de plus en plus de tests et les entreprises qui utilisent ces algorithmes, ces IA, doivent absolument tester, déjà, analyser les bases de données qu'elles utilisent en faisant d'analyse de données par sexe ou par population, tester les algorithmes, donc regarder les résultats, regarder si c'est représentatif des données par population qu'ils ont dans leur base de données. Donc, et il y a des outils derrière qui peuvent débiaiser. Donc ça, ce sont des actions techniques. Mais si vous n'avez pas envie de le faire, si vous n'avez pas le comportement, la volonté de le faire, vous n'appliquerez pas ces actions techniques. Donc le sujet, il est vraiment, comme tu dis, l'éducation. C'est-à-dire que maintenant, dans la plupart des entreprises, et c'est ce qu'on verrait dans ce guide, et ça existe sur le terrain, dans la plupart des entreprises, les développeurs sont formés au biais, sont formés à l'égalité entre les femmes et les hommes, les égalités de genre, et on les pousse dès la conception à intégrer à ce moment-là carrément des critères. On peut intégrer des critères d'égalité ou d'égalité entre les différentes populations dès la conception, après bien évidemment dans le développement. Donc ces développeurs, maintenant, on les sensibilise de plus en plus dans les entreprises pour éviter de reproduire ces biais. Juliette, je te pose la même question sur l'intelligence artificielle est-elle sexiste? Oui, alors je vais compléter. Gabrielle a très bien expliqué toute la partie où, comme de toute façon, les algorithmes s'entraînent sur les données, forcément, ils vont reproduire les biais de la société. Donc, est-ce que l'intelligence est sexiste? En tout cas, elle va reproduire les biais de notre société. Alors, c'est vrai que c'est une des enquêtes, moi aussi. Alors, celle sur la finance et celle-ci, c'est peut-être ces deux enquêtes-là où j'ai aussi le moins interrogé de femmes. C'est vrai qu'il y a très peu de femmes. Du coup, j'ai interviewé Muriel, j'ai interviewé Emmanuelle Fresneau aussi, une chercheuse, mais qui est aussi plus spécialisée sur tout ce qui est pollution du numérique, donc les pollutions de l'intelligence artificielle. Donc, il y a cette question-là aussi. C'est intéressant de voir, même dans l'intelligence artificielle, là, sur quel point les femmes s'intéressent le plus aussi. C'était intéressant de voir ça. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans cette enquête, je vais répondre à la question, c'est un peu à côté, mais ça va y répondre, c'est comment, en fait, on fait ces algorithmes d'intelligence artificielle, comment on passe, parce que souvent, on a des données qui ce sont des mots, on va passer après aux chiffres, puis au codage informatique. Et au final, c'est un langage. On passe des mots qui sont quand même plus subtils et plus nombreux qu'après un algorithme et un codage informatique. Et donc, même les mathématiciens que j'ai interrogés, les meilleurs mathématiciens en France, on a des très bons mathématiciens en plus sur tout ce qui est intelligence artificielle, disent qu'avec un algorithme d'intelligence artificielle, on va schématiser un peu la réalité. Et donc, en plus, comme en plus l'intelligence artificielle a toujours besoin encore plus de données, elle va utiliser les données qui vont être passées par l'intelligence artificielle et donc en réutilisant les données, ça va reschématiser encore un peu plus la réalité. Donc en plus, par l'outil en lui-même qu'on utilise, on schématise de toute façon forcément un peu la réalité. Et pour répondre à cette question qui va avec le biais, et moi je pense qu'il y a cette question-là aussi qui est très importante, qui élargit un peu plus, qui n'est pas que la question sexiste, mais qui pour moi est inclus dedans, c'est qu'on ne dit pas assez que les programmes d'intelligence artificielle réalisent énormément d'erreurs. Et ça va ensemble, parce qu'ils vont faire du coup des biais sexistes et ils vont les renforcer, ça va être renforcer les biais de la société. Et en plus, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Par exemple, ChatGPT fait énormément d'erreurs, mais d'un ton très péremptoire. Donc, avec une syntaxe parfaite, donc on a l'impression qu'il n'y a pas d'erreur. Par
Par exemple, moi j'ai interrogé un chercheur qui s'appelle Philippe Bess qui a beaucoup travaillé sur comment les entreprises utilisaient des programmes d'intelligence artificielle, par exemple, pour définir le chiffre d'affaires, pour tout ce qui était, il y a un peu de prévision. Ben, il y avait de l'ordre de 20% d'erreurs sur tous ces programmes d'intelligence artificielle. Muriel a parlé tout à l'heure de la reconnaissance faciale. On sait que ça marche 10 à 100 fois, il y a 10 à 100 fois plus d'erreurs sur les personnes noires ou d'Asie du Sud-Est. Donc, il y a vraiment énormément Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des cas aux États-Unis pour prendre des décisions de justice où ils s'aidaient pour savoir s'il y avait une récidive ou pas. Ils s'aidaient d'un programme d'intelligence artificielle pour décider si la personne en face, voilà, on la remettait en prison ou pas. Et du coup, on a vu que ça renforçait des biais racistes, par exemple. Et on est tous pareils. Je pense chaque être humain, on a tendance à écouter la machine plus que soi-même. C'est-à-dire même si on se dit que la machine, il y a même un médecin, c'est là où il y a peut-être un danger d'ailleurs, c'est que quand il y a une machine qui va donner son diagnostic, parce qu'en plus ça nous enlève une part de responsabilité, on va plus avoir envie d'écouter ces mathématiques très complexes que nous-mêmes. On va se dire, quand il y a un nombre de fois je pense que ça nous arrivait à toutes et à tous, de se dire, d'avoir suivi le GPS et se dire, j'aurais jamais dû le suivre. C'est la même chose. Mais je pense que c'est ça à tous les niveaux de la société. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai interrogé une entreprise qui avait réussi, qui mesurait, par exemple, quand un Star Wars sortait, dans l'usine, lequel on allait le plus produire pour aller définir, par exemple, celui qui allait être vendu après. Mais des fois, il y a des erreurs énormes. Par exemple, il y en a plein qui avaient prévu des choses, il y a eu la Covid, ça a tout changé. Enfin, la vie, elle ne peut pas être complètement mathématisée. Et c'est là où il y a un lien avec ce qui a été fait. Je reviens sur la finance, c'est que dans la finance, on a voulu tout prévoir, penser qu'on allait réussir à tout prévoir via des algorithmes dans le futur. Ça nous a mis dans la crise des subprimes. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je pense que l'être humain a tellement du mal à accepter une part voilà, on ne sait pas ce qui va se passer demain, qu'il utilise l'intelligence artificielle pour tout prévoir et penser que grâce à ça, il va pouvoir prévoir le futur. Et donc, non, il ne va pas y arriver. Et donc, l'intelligence artificielle, elle va, pour répondre à la question, elle va reproduire les biais sexistes, les biais discriminatoires de l'ensemble de la société, en plus en les renforçant, et en plus avec une part d'erreur qui peut être dangereuse pour la suite. Alors, bien sûr qu'il faut faire le travail que Muriel fait au laboratoire et qu'elle m'expliquait moi dans mon enquête et qui est essentiel, mais déjà de réduire les biais au sein qu'on l'utilise. Et c'est pas fait encore, et ça c'est bien sûr essentiel. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la réglementation, même si en Europe on a un IA Act qui est vu comme on a entendu dire que c'était beaucoup trop fort, etc. Enfin, alors moi, tous les chercheurs que j'ai interrogés disent plutôt l'inverse, que même si on est un des seuls, enfin, on est les seuls à avoir mis en place une réglementation quand même pour réglementer l'intelligence artificielle, mais c'est pas encore suffisant. Il faudrait que ce soit une réglementation bien plus forte, notamment. En fait, il faudrait que ce soit presque comme pour les médicaments, qu'on ait une notice avec les effets indésirables en disant, voilà, il y a 20% d'erreurs ou il y a 10% d'erreurs. Et aujourd'hui, c'est pas ça. Elle n'est pas vraiment vérifiée. Il y a quelques intelligences à haut risque qui sont vérifiées pour des usages dans la médecine et les transports et certains usages précis. Mais sinon, globalement, qu'on a beaucoup entendu dire que ça allait freiner l'innovation, etc. Enfin, moi, quand je vois la réglementation sur l'IA Act, pour la freiner, il faudrait beaucoup plus de choses que ça. Alors, je vais résumer très rapidement un point qui est de dire que donc, l'intelligence artificielle reproduit en fait, la société et qu'aujourd'hui, c'est parce que ce sont des hommes qui produisent nos intelligences artificielles qui reproduisent en fait ces biais sexistes. Les données qu'on y injecte aussi sont elles-mêmes biaisées puisqu'elles reproduisent une société qui elle-même mettait en avant tellement les hommes qu'en fait, ce sont même nos données qui sont biaisées, elles ne sont pas fausses, elles sont juste un reflet de la société. Donc, on devait avoir une représentante aujourd'hui d'une école, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas forcément que de former des personnes, des hommes au biais, à nos reproductions des biais sexistes, mais c'est celui d'avoir des femmes qui, elles, font des intelligences artificielles. Parce qu'on parle beaucoup d'utilisation des intelligences artificielles, mais on parle très peu de l'absence des femmes dans la production technique des intelligences artificielles. On a aujourd'hui 88% des métiers techniques de l'IA sont occupés par des hommes. Donc, il y a très peu de femmes dans l'intelligence artificielle. Hein. Donc,
les écoles sont là aussi sont présentes, les écoles de ce que j'appelle les écoles de la seconde chance, mais c'est peut-être pas bonne. Ces écoles de la reconversion qui permettent aujourd'hui à des femmes formées qui veulent s'orienter vers les intelligences artificielles qui existent et sur lesquelles on ne fait pas cette promotion. On ne fait pas non plus assez de promotion sur ces écoles ou ces profils de la reconversion. C'est-à-dire que les entreprises ne jouent pas le jeu non plus. C'est-à-dire que beaucoup y vont, elles vont se former, et une fois qu'elles sont formées, elles n'ont ni stage, ni emploi derrière, parce qu'on leur dit, bah, il y a mieux qui vont arriver, les jeunes qui vont arriver directement à la formation, où on va trouver un homme déjà formé. Et c'est vrai que le problème est qu'on continue à reproduire à cause de tout ça. Et là, il faut un vrai bouleversement de la société, des entreprises, hein. C'est un engagement aussi de l'entreprise. Donc, je prenais un petit peu la parole des écoles qui ne pouvaient pas être là. Et je vais rebondir sur un point qui est le rapport sur l'IA. Non, c'est le pacte de l'IA que vous avez fait. Ça, c'est. Pardon. C'est pas celui-là, mais vous avez fait un pacte. Oui. Est-ce que tu pourrais nous les 4 points de ce pacte-là? En fait, ce qu'on a fait, on a démarré en 2019 avec 2 chercheuses en biologie qui utilisaient dans leur métier des outils d'IA. Et c'est là qu'elles se sont aperçues, donc Aude Bernheim et Flora Vincent, elles se sont aperçues effectivement que dans ces outils, il existait des biais. Et donc, on les a rencontrées, elles nous ont dit à l'époque, donc ça c'était 2017-2018, il faut absolument qu'on écrive, qu'on explique ce qui se passe, il faut alerter. Donc, on a sorti ce livre-là avec elles en 2019. Et puis, on s'est dit, mais toutes les parties prenantes de l'écosystème de l'IA, donc que ce soit les entreprises, les écoles, les médias, la société civile, les instituts de recherche, doivent agir à leur niveau justement pour une IA inclusive et égalitaire. Et dans ce pacte, on a appelé ça un pacte pour une IA égalitaire entre les femmes et les hommes, on a fait des recommandations à chacune de ces parties prenantes. Et ces recommandations, alors, je parlerai du guide après, en fait, elles étaient déjà destinées aux instituts de recherche. Les instituts de recherche, on était CNRS, les laboratoires d'université. En fait, en les interrogeant en 2021, on s'est aperçu qu'en fait, les biais, pour eux, ça n'existe pas vraiment. Moi, je suis tombée de ma chaise. C'est une chose qu'ils n'évoquaient pas. Et de fait, dès la conception de ces algorithmes, à l'époque, bon, pour eux, ce n'était pas des critères, et bon, des biais, des discriminations, pourquoi pas. Et donc, là, on a commencé à voir poindre dans ces instituts de recherche quand même la mise en place de groupes pluridisciplinaires sur l'éthique. Et donc, ils ont commencé à se poser des questions, et c'est là où on a repris ça pour faire des recommandations, c'est-à-dire mettre en place des groupes pluridisciplinaires où il n'y a pas simplement des techniciens, des développeurs. Donc aujourd'hui, on a des sociologues, philosophes, linguistes, et qui travaillent ensemble justement pour concevoir ces nouveaux algorithmes, ces nouvelles IA, puisque c'est la base même après de ce qui va être produit par les entreprises du numérique. Donc ça, c'est un premier point, c'est la pluridisciplinarité dans les instituts de recherche. Et à ce moment-là, effectivement, ils ont commencé à réfléchir à l'éthique, comment éviter les biais, la reproduction dans les bases de données, etc. Les écoles. Alors, les écoles. Aujourd'hui, pourquoi il y a aussi peu de filles? C'est parce qu'en fait, il y a une méconnaissance des métiers. On a toujours, il y a une étude de l'Éducation nationale qui a été faite, pourquoi les jeunes filles ne vont pas dans les filières technologiques et scientifiques. Eh bien, il y a toujours l'image du geek. L'homme, bon, le boutonneux, là, avec sa pizza, si je puis dire. Son suite à capuche. Son suite à capuche, etc. Un sexisme ordinaire aussi, qui existe dans toutes ces écoles qui sont très masculines. Une orientation genrée, dans le sens où on a beaucoup poussé les filles vers la finance, le marketing, la santé, et puis on disait, bon, c'est pas pour toi, les maths, etc. Que ce soit au niveau des parents, des conseillers d'orientation, alors aussi parce qu'il y a eu une méconnaissance. Hein. Donc le résultat, il est qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on a constaté sur le terrain,
c'est que dans ces écoles, maintenant, il y a de plus en plus de sensibilisation sur ces métiers. Et ce sont des entreprises qui viennent dans les écoles, des entreprises du numérique, qui viennent expliquer quels sont ces métiers. Et moi, je répète, le numérique ou l'IA, ce n'est pas que de la technique, c'est surtout des cas d'usage, l'intérêt. C'est pas, moi, j'ai fait ça toute ma vie. En fait, je me suis intéressée à la valeur ajoutée de la technologie, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter dans l'industrie. J'étais en plus dans le nucléaire, un truc un peu particulier, mais c'était passionnant parce qu'aujourd'hui, c'est comment je vais utiliser ces IA pour, par exemple, dans le monde de la santé. Il y a plein de jeunes femmes là, qui sont en train de créer des startups justement pour, par exemple, dans les grossesses gémellaires, identifier quel va être l'un des deux qui va, comment dire, prendre le plus de nourriture sur la mer, comment, des prévisions. Il y a des choses fabuleuses qui sont en train de se passer, justement parce que maintenant, dans les écoles, on essaye aussi de les attirer, pas par le simple le codage. Il n'y a pas que le codage. Il y a comment on l'utilise. Et de fait, il y a maintenant des programmes carrément, pratiquement école maternelle, école primaire, où on apprend de manière totalement ludique à construire des robots. Il y a des choses qui sont faites par Laurence de Villers, que tu connais certainement, la fondation Blaise Pascal. Donc, on est en train de les acculturer à l'usage de ces outils. De toute façon, ces outils sont là. Ce sont des objets. Qu'on le veuille ou pas, tout le monde a ça entre les mains. Donc, maintenant, il faut éduquer tous les jeunes sur les limites, les risques et comment on l'utilise au mieux. Donc, tous ces mouvements de formation, maintenant, sont dans les écoles. Alors, pas forcément dans toutes les écoles, mais il y a beaucoup d'engagements d'entreprises qui vont dans ces écoles pour expliquer ce que c'est et comment faire. Après, dans les entreprises, le maître mot, ça a été, dans le pack qu'on avait fait et ce qu'on a retrouvé sur le terrain, c'est la formation, la sensibilisation, programme de reconversion. Ça aussi. Alors, et de plus en plus d'entreprises, de grands groupes mettent en place des programmes de reconversion en interne pour les femmes. L'éthique, on a aussi beaucoup de sensibilisation sur l'éthique. On a des comités éthiques maintenant de l'IA dans des grands groupes comme L'Oréal, la Poste, etc. Donc là, dès qu'il y a utilisation de l'IA, ça passe dans des grands projets d'IA, on les passe dans les comités éthiques, donc les instances de gouvernance. Dans les process de recrutement aussi, où plus ça va, plus on recherche à intégrer des CV de femmes dans les bases de données, on vérifie, on regarde ce qui se passe. Et puis, dans les médias, alors peut-être que c'est tombé à côté des recommandations qu'on a faites, mais on a dit arrêtez de faire peur, il faut démystifier cette IA, arrêtez de dire, alors c'est sûr, on en reparlera après des risques et des opportunités, mais montrer les cas positifs, montrer aussi effectivement les risques, mais comment on gère ces risques, comment on maîtrise ces outils, et montrer des belles choses, pas simplement le hacker, le harcèlement via les réseaux sociaux. Bon, ça existe et il faut en parler, mais le côté positif pour attirer aussi ces jeunes femmes et ces jeunes filles. Il faut savoir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au bout de à peu près 9-10 ans de carrière de femmes dans le numérique, 50% démissionnent. 50%. Pourquoi? Parce que c'est resté très masculin. Il y a, dans cet environnement masculin, il y a un sexisme un peu ordinaire, comme on dit. Et donc, ça fait fuir. Et puis, bon, des contraintes, il n'y a pas de, comment dire, de conditions, par exemple, pour aménager des horaires. C'est très dur. C'est vrai que pour l'instant, jusqu'à présent, c'est resté très dur. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit, les IA sont là. Donc maintenant, il faut faire avec. Donc, je vais plutôt aller vers Juliette pour dire, est-ce que c'est une fatalité aujourd'hui de se dire les IA sont là et il faut les utiliser? Et aujourd'hui, surtout la question que je vais te poser, c'est les risques et les opportunités. On va commencer d'abord par les risques. Parce que, est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui à utiliser ces intelligences artificielles et ou à ne pas les utiliser? Et est-ce que ce sont des risques? Donc moi, j'avais vu des risques sociétaux, environnementaux, éthiques. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un peu nous donner ton regard sur ces risques-là?
Oui, c'est vrai que c'est bien sûr qu'il faut un numérique qui soit moins sexiste, plus indépendant des GAFAM. Moi, dans mon enquête, j'ai été voir tout le numérique du libre, qui est très intéressant. C'est-à-dire, quand on dit le numérique du libre, c'est le numérique associatif qui va recréer le numérique avec notamment Framasoft, peut-être certains connaissent, etc. Donc, bien sûr que c'est très intéressant de faire un autre numérique qui dépend pas de Google, Apple, Facebook, Amazon. Et bien sûr que ce serait super aussi d'avoir des IA qui vont moins reproduire les biais, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une question à se poser, c'est aussi, est-ce qu'il ne faut pas surtout moins d'intelligence artificielle dans beaucoup de domaines, parce que la cadrer dans certains domaines, c'est très difficile. Alors, je vais parler déjà d'un point de vue, la première limite, ça va être l'écologie, hein, mais même la cadrer, parfois, ça va demander, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les programmes d'intelligence artificielle sont aussi très opaques. J'ai interviewé, moi, des chercheurs dont le métier, c'est d'expliquer et d'essayer de rendre transparent de rendre transparentes les décisions qui sont prises par les programmes d'intelligence artificielle. Et c'est pas si simple parce que c'est complexe. Il y a des mathématiciens voilà, très pointus qui font ça. Donc, des fois, on se dit, on va mettre énormément de précautions, énormément de choses pour essayer de contrôler un programme d'intelligence artificielle dans un domaine. On peut peut-être tout simplement se poser la question, est-ce que c'est vraiment intéressant de numériser et d'utiliser ce programme d'intelligence artificielle? Alors, si on veut énumérer les risques, il y en a quand même beaucoup et je pense que vous en avez tous confiance parce qu'on le voit tous. Peut-être pour commencer par un sujet là qui est très d'actualité, c'est l'impact sur la démocratie. On voit bien que alors, les programmes d'intelligence artificielle qui sont énormément utilisés sur les réseaux sociaux il y a plusieurs études qui montrent que du coup tout ce qui est les tweets, tout ce qui est le contenu qui va être très dans la colère, très caricatural, tous les contenus caricaturaux vont être beaucoup plus likés, donc beaucoup plus mis en avant par les programmes d'intelligence artificielle. Donc il y a un vrai risque pour l'information et donc pour la démocratie. Et il y a un point qui est très intéressant aussi, c'est comme le numérique est assez opaque, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Par exemple, moi j'ai toute une partie dans mon enquête sur comment on utilise nos données dans l'administration, comment nos données sont entrecoupées. On ne sait pas vraiment. J'ai interrogé la Quadrature du Net, peut-être certains les connaissent, qui ont beaucoup attaqué l'État pour ces questions-là. Voilà, on ne sait jamais exactement comment sont utilisées nos données, etc. Et tout ça, et d'ailleurs tous ceux qui travaillent dans le numérique le reconnaissent, ça rend un peu parano. Et une paranoïa qui est parfois justifiée, parce que comme on ne sait pas comment on utilise, dans le numérique du libre, il y en a plein que j'ai interrogés, ils le disent, donc nous, on a un petit côté parano, quoi, comme on ne sait jamais comment sont utilisées nos données, etc. Et la paranoïa généralisée, le fait que tout le monde va partir dans une paranoïa généralisée, ça a un impact considérable pour la démocratie. Ça, c'est sûr, parce que du coup, ça rend les citoyens ça peut amener vers le complotisme, vers plein de choses, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un risque pour moi très important sur la démocratie. Bon, moi, en tant que journaliste, bien sûr, sur l'information, ça me paraît essentiel. Bon, là, moi, je sais que j'interroge 100 personnes, je prends le temps de tout écouter, tout dérocher, voilà. Et après, écrire, je mets plus d'un an et là, j'ai fait 3 ans pour mon dernier livre qui vient de sortir. Donc, c'est sûr que je suis à l'opposé de ChatGPT et du contenu qui doit être fait à la minute. Donc, bon, pour moi, c'est carrément surréaliste de dire qu'on va écrire des contenus comme ça. Enfin, moi, c'est carrément. Je ne comprends même pas. Enfin, voilà. Mais voilà, je sais. Voilà, il faut du contenu pour vous mettre de la pub à côté et que vous soyez ciblé, hein, parce que c'est ça l'objectif. Hein, et plus avec ChatGPT, c'est parfait parce qu'on peut faire du contenu très facilement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un risque, bien sûr, très important. Il y a le risque sur l'emploi, le fait qu'en plus, on n'a pas parlé, moi, dans l'enquête, j'en parle aussi de toutes ces petites mains qui vont permettre à l'intelligence artificielle de fonctionner avec des gens qui sont payés à très bas coût. Et pour revenir, pardon, sur la démocratie, parce que j'ai vu comme ça dans mon enquête une interview de personnes en Chine qui étaient les petites mains pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et bien sûr, la Chine est la première dictature numérique au monde qui utilise des outils numériques pour surveiller sa population, que ce soit avec le crédit social pour les Chinois de façon globale et encore de façon beaucoup plus dure avec les Ouïghours. Hein. Donc là, bon, c'est vraiment dramatique. Là, et moi, j'ai interrogé des gens très intéressants dans l'enquête, donc une responsable d'une association Ouïghour qui me disait mais si aujourd'hui c'est pour nous, mais demain ça peut être pour n'importe qui. Et ça, bon, alors là, le risque est bien réel et déjà là, en fait. Et donc, si c'est en Chine
Aujourd'hui, ça peut être demain n'importe où. On le voit bien comment ça évolue actuellement. Donc ça, c'est un risque, bien sûr, énorme. Bon, après, moi, il y a un risque qui me paraît essentiel et qui est pour moi la limite la plus importante du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est que de toute façon, nous n'aurons pas assez d'énergie et on n'aura pas assez de métaux pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, telle, en plus, surtout comme on part aujourd'hui. Pour vous faire juste un petit point, si j'ai un petit point là-dessus, parce que c'est important. Aujourd'hui, le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est en constante augmentation. Je parle du numérique et après, je ferai un petit point sur l'IA, parce que c'est pas facile de distinguer toujours les deux. Donc, le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui pollue le plus, c'est la fabrication des équipements, c'est-à-dire on a trop d'ordinateurs, trop de téléphones, on les change trop souvent, on a la tablette, et pour faire fonctionner l'IA, on va avoir plein de petits capteurs partout pour récupérer les données, qui vont faire fonctionner l'IA. Tout ça, c'est ce qui pollue le plus. Alors, ça a un peu baissé, mais c'est parce que justement, les data centers avec l'IA prennent de plus en plus de place. Mais en France, c'est autour de 60% de la pollution du numérique est liée à la fabrication des équipements. Et là, donc, ça compte les émissions de gaz à effet de serre, les métaux et l'eau, et la consommation d'eau. Alors, c'est une pollution qui n'est pas faite en France, parce que les produits ne sont pas fabriqués en France, mais qui est importée et qui arrive chez nous. Et donc, moi, quand on regarde de façon lucide les études, c'est pas une histoire une opinion, on regarde des études. Donc, on voit les études, on voit que, notamment sur les métaux, on sait que si on continue à aller comme ça, à mettre du numérique partout, dans les voitures, avec des villes intelligentes, etc., ce n'est pas réaliste. Tout simplement, ça ne marchera pas. Le pic d'extraction du cuivre devrait être atteint en 2060. L'indium, il devrait avoir des ruptures en 2030. Il y a un nouveau rapport là, de l'ADEME qui est sorti en janvier qui répertorie tous les métaux. On sait qu'il va y avoir des risques d'approvisionnement. Et là, je ne vous parle même pas des enjeux géopolitiques. Je vous parle juste concrètement des métaux sur toute la planète. Ça veut dire qu'en plus, on va aller chercher toujours plus profond dans la Terre, en consommant toujours plus d'énergie pour aller chercher ces métaux. Et donc, même si on ne connaît pas exactement toutes les réserves des métaux sur la planète pour faire ce numérique, on sait que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. De toute façon, c'est mathématique, en fait. Là, pour le coup, on sait que ça ne fonctionnera pas parce qu'on voit toutes les études. Là, même si les études ne donnent pas exactement les mêmes chiffres, elles concordent tous pour nous dire que ça ne marchera pas. Et d'autant plus, il y a une étude intéressante de l'association Negawatt qui a fait, alors là, je parle plus des métaux, mais je parle des émissions de gaz à effet de serre, qui a dit que si 2050, si on voulait avoir un scénario respectueux pour la planète d'un point de vue énergétique, il faudrait qu'on réduise nos usages numériques de moitié d'ici 2050, ce qui est absolument l'opposé de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc là, on voit bien que là, c'est des réalités concrètes, en fait. Donc ça, c'est un point qui me paraît absolument essentiel, d'autant plus que dans le numérique, alors là, je reviens sur les métaux, on recycle très peu, parce que c'est miniaturisé, il y a des alliages, c'est difficile de recycler. On recycle environ 3% sur un téléphone. Et les meilleurs endroits où on recycle en Europe, on peut recycler que quelques métaux. On n'arrive pas du tout à tout recycler. Donc ça, c'est un point vraiment très important. Et l'IA, pour l'instant, il faut être honnête, c'est un petit pourcentage de la pollution du numérique. À part si on prend en compte tous les équipements pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, d'autant plus que là, par exemple, on va devoir changer les téléphones pour avoir accès, si on veut avoir accès à tout ce qui est un nouveau programme d'intelligence artificielle. Mais même sans parler de ces équipements, là, aujourd'hui, les data centers ne cessent d'augmenter. Et là, il y a une nouvelle étude qui a montré qu'au niveau mondial, d'ici 2026, on devrait augmenter encore notre consommation énergétique des data centers de l'ordre de 75%. Et c'est surtout dû à l'intelligence artificielle. Donc là, en fait, pour entraîner les algorithmes, on va consommer énormément d'énergie. Après, il y a le moment où on va réutiliser l'algorithme. Donc, c'est difficile exactement de savoir la part de l'intelligence artificielle. Moi, je pense que c'est pas forcément intéressant d'ailleurs de tout mesurer. On sait que le numérique pollue globalement et que en plus, l'intelligence artificielle va nous rendre tous les objets de façon beaucoup plus rapidement obsolètes, qu'il va falloir les rechanger, donc ça va repolluer, et qu'en plus, on va utiliser tous les capteurs. Parce que ça, il faut faire très attention. Parfois, on entend telle usine est efficiente en énergie. Alors, on dit, ah, super, grâce à tous les capteurs, elle est devenue efficiente en énergie.
Sauf que dans le calcul, ils n'ont pas pris en compte toute la fabrication des équipements. Et comme je vous disais au début de mon intervention, que 60% de la pollution du numérique, c'est les équipements, si on ne prend pas en compte toute la fabrication des équipements globalement pour mesurer la pollution, ça n'a absolument aucun sens. Donc ça, Je vais te couper mais pour te poser une question à toutes les deux. Concernant le lien avec les femmes, aujourd'hui, il y a le risque de perte d'emploi sur les postes à faible valeur ajoutée. On sait que ces postes-là sont majoritairement occupés par des femmes. Est-ce que c'est un vrai risque ou est-ce que c'est une alerte? L'écologie, tu l'as abordé, c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui sont plutôt soucieux de la planète sont plutôt les femmes. Et c'est pour ça que on a voulu aborder ce point-là. Mais moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, le fait de se dire que le vrai risque est lié à la perte d'emploi sur les postes à faible valeur ajoutée? À côté de ça, une aide-soignante ne sera jamais remplacée par une intelligence artificielle. Alors, je ne dis pas, enfin, c'est pas mon objectif de dire que toutes les femmes sont aides-soignantes, c'est un constat aujourd'hui. Mais comment on mesure cette alerte-là qu'on entend beaucoup sur ces postes-là qui risquent de disparaître? Et je ne sais pas qui pourrait répondre. Muriel, moi, en tout cas, sur les postes, moi, sur le côté emploi, j'avais juste ce côté-là. Moi, ce qui est ressorti dans mon enquête, c'est que les petites mains, et moi, j'ai entendu pas mal de femmes, d'ailleurs, dans les petites mains que j'ai interrogées. Alors, j'ai pas le chiffre, tu l'as peut-être, moi, je ne l'ai pas. Et en tout cas, que l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il va y avoir plus d'emplois qui vont être avec très peu de plus-value, qui vont être toutes ces petites mains-là, et après, des grands mathématiciens. Et après, il y a des parties d'emploi plus globales, mais peut-être sur l'aspect femme, tu vas être plus précise. Alors, oui, en effet. Donc, effectivement, les emplois faiblement qualifiés, il y a des exemples, vous devez le voir dans les supermarchés. Ah, les caissiers ou caissières disparaissent, hein, et on se débrouille tout seul à scanner. Dans la logistique aussi, il y a pas mal de postes qui disparaissent puisque tout est fait automatiquement, planifié. Même il y a même, enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais on est en train de passer, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de l'IA agentique, des agents d'IA. Alors là, les agents d'IA, c'est ce que tu disais un peu dans la finance, c'est-à-dire que vous allez lui dire achète-moi les actions qui vont me ramener le plus d'argent. Et donc, l'IA va chercher toutes les actions, va comparer, et puis, plutôt que de vous dire c'est celle-là, il va dire je vais l'acheter et il va jusqu'au bout de l'action. Et ça va de plus en plus automatiser mes quantités de process. Et ça va non seulement impacter des emplois peu qualifiés, mais aussi des emplois de cadre. Et alors, ça va les impacter. Alors, les emplois peu qualifiés, il y a une étude qui dit qu'effectivement, ça va les faire disparaître. Par contre, sur les emplois plus qualifiés, mais où une grande partie va être récupérée par l'IA, en fait, ils disent, en fait, c'est de la transformation d'emplois. Donc, il va falloir que ces personnes qui vont utiliser cette IA, ces process complètement automatisés, qui vont même jusqu'à faire l'action, il va falloir qu'ils sachent les utiliser et reviennent sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et ça, cette transformation, personne ne sait encore exactement comment ça va se passer par rapport à des processus existants. On parle beaucoup d'émergence de nouveaux métiers qui sont liés à l'IA. Donc, il y a les métiers techniques, mais il y a, par exemple, tu parlais de bouquins ou dans le cinéma, on a maintenant des spécialistes de génération d'avatars, de spécialistes de mise en scène qui font avec de l'IA des mises en scène, des scénarios préalables au tournage du film. Alors, il y a des métiers aussi comme les éthiciens de l'IA qui est en train d'émerger, psychologue de l'IA. Donc, en fait, c'est c'est analyser toute l'interface entre l'humain et la machine, et on en a besoin aussi parce qu'on n'arrive plus à certains endroits à maîtriser ces algorithmes.
Donc, en fait, le tableau, il est là. Personne ne sait réellement. Il y a plein d'études mais des chiffres, on n'en a pas. Je ne sais pas si Gabriel attend là, toi, de ton côté, mais tout le monde est en train de découvrir. En fait, les entreprises, au fur et à mesure qu'elles utilisent ces outils, s'aperçoivent qu'il faut telle ou telle compétence et commencent à dire, ah ben tiens, il faudrait tel nouveau poste, et commencent à faire une fiche descriptive, et puis se disent, bon ben tiens, on va aller récupérer telle compétence peut-être dans telle école, ou on va reconvertir. Voilà. Mais sur l'emploi, pour l'instant, personne n'est sûr de quoi que ce soit. Et alors, le temps passe, donc je vais conclure avec peut-être une phrase qui dit peut-être est-ce que les femmes vont prendre ce virage-là assez rapidement? Parce que je sais que les hommes ne prennent jamais les virages, et ils savent les prendre rapidement, et que peut-être que nous, alors c'est pas parce qu'on est femmes, mais c'est que souvent on est déjà occupé ailleurs à, à faire ce que les hommes ne font plus, pour pouvoir, et on rate souvent ces virages-là. Donc peut-être que l'alerte, elle est plutôt là pour les femmes, c'est de se dire que les emplois vont disparaître, mais d'autres vont être créés, et qu'il faut surtout aller vers ces postes-là et pas attendre la mort de nos postes actuels. Donc avant de vous donner la parole à la salle, on n'a pas été sur les avantages, mais je pense qu'on les a un peu abordés avec avantages et inconvénients qui sont toujours liés. Je vous pose une question très d'actualité. Demain, commence le conclave, donc pour avoir un nouveau pape, hein, donc le lien c'est pour lié à l'actualité. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un pape 3.0, 4.0 aujourd'hui pour s'interroger et pour réfléchir sur les questions d'éthique qui sont liées à l'utilisation des IA? Parce qu'en vous écoutant, on voit bien qu'il y a un gros risque. En fait, ça a l'air d'être de nous faciliter la vie, mais quand on soulève un peu le côté obscur des intelligences artificielles, il y a des grands risques qui sont plutôt des risques politiques, philosophiques et éthiques. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un pape aujourd'hui 4.0? Alors, en deux mots, hein, en deux mots. En deux mots, de toute façon, je crois que vous l'avez compris, cet enjeu technologique est devenu un enjeu politique, géopolitique. Quand on voit la puissance de ces entreprises, je pensais être une data center, investissement là, sur les 2 ans, par les grandes GAFAM, 200 milliards de dollars. Et je crois que c'est Microsoft, qui a acquis la centrale nucléaire aux États-Unis, qui a eu un problème à une époque, qui s'appelle Three Mile Island. Ils l'ont acheté pour avoir leur propre production d'électricité pour alimenter leur data center. Donc il y a un enjeu. Là, on est dans une guerre économique énorme. Et effectivement, comme tu dis, l'éthique est devenue fondamentale parce que certains s'en préoccupent et d'autres pas totalement, en tout cas, font peut-être semblant. Alors pour le pape, le pape 4.0, indépendamment de la religion, aujourd'hui, je pense qu'un pape doit avoir une position aussi politique pour la planète, pour les humains, et donc doit aussi parler de ces sujets technologiques par rapport, je pense, entre guillemets, aux catholiques, j'allais dire adhérents, entre guillemets, et je crois que tout le monde doit s'en préoccuper. Enfin, tous ces personnages, ces gens qui représentent toute une population ne peuvent plus ignorer ce mouvement technologique. Ils doivent s'en imprégner et défendre l'éthique. Si tout le monde ne s'y met pas, moi je pense qu'il y a de gros risques derrière. Il y en a déjà, hein, on n'a pas parlé de tout ce qui se passait dans les réseaux sociaux, enfin bon, il y en a. Et il faut absolument que entre guillemets, les grands de ce monde, dont le pape, s'en préoccupent. Voilà mon avis. Alors, moi, vous avez compris que je suis quand même assez critique sur l'intelligence artificielle, quand même. Et je pense, moi, qu'il faut vraiment alors, avoir un pape et d'avoir toutes les personnes qui réfléchissent à un débat politique de cette fuite en avant technologique qui est pour moi le résultat de notre déconnexion à la Terre
Et c'est ça qui nous amène vers cette fuite en avant technologique. Et je pense que c'est pas après à moi ou de décider où on veut aller dans la société, mais c'est à l'ensemble des citoyens de débattre entre eux pour décider vers quelle société ils veulent. Sauf qu'ils n'ont pas décidé d'aller dans cette fuite en avant technologique. On nous l'impose depuis des dizaines d'années. Si on à chaque fois, c'est si on ne va pas dans cette fuite en avant technologique, on va être déconnecté économiquement, ça va pas marcher, on va pas y arriver. Donc on nous impose, et ça devrait pour moi être un des premiers débats dans toute élection et dans le débat politique global, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, on ne relie pas beaucoup ces deux sujets, alors qu'ils sont vraiment, vraiment intrinsèquement liés. Donc ça, je pense que c'est vraiment central. Donc oui, il faut avoir un pape, un président, partout dans des planètes, des gens qui soient vraiment sensibilisés à ça. Et peut-être pour terminer, parce que c'est un exemple que je trouve très concret dans mon enquête, parce qu'on a parlé de l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie, sur les biais, sur la planète, qui est absolument énorme. Mais l'intelligence artificielle, elle a même un impact sur notre propre corps. Il y a une étude qui a montré que à Londres, les taxis qui utilisaient le GPS par rapport à ceux qui ne l'utilisaient pas, c'était il y a quelques années, ils avaient l'hippocampe plus atrophié. Ceux qui utilisaient le GPS avaient l'hippocampe dans le cerveau plus atrophié que les autres. Donc, les usages qu'on utilise, la façon qu'on a aujourd'hui d'utiliser l'intelligence artificielle pour tout, a un impact jusqu'à nos corps. Et je pense que, et ce qu'on ne dit pas aussi, et ça je pense que c'est essentiel, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une recherche sur ChatGPT, on pollue énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit oui, il ne faut pas l'utiliser pour ci, pour ça, mais c'est surtout qu'on pollue énormément dès qu'on fait des recherches, on va faire fonctionner l'algorithme, mais on pollue en fait. Donc c'est marrant, dans cette société où quand même certains commence à avoir une conscience écologique un peu plus importante, on ne relie pas le sujet de l'intelligence artificielle à la pollution. C'est peut-être le point le plus central. Et ça peut être un côté féministe, et c'est pour moi très lié à notre sujet sur les femmes, parce que c'est aussi certaines femmes en tout cas, qui sont plus sensibles à ces sujets-là. Donc, on va vous laisser la parole, parce qu'on a été Alors, très je vais large. juste conclure avant de vous remercier. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a abordé juste un aspect un peu générique et général de l'intelligence artificielle avec un regard féministe, mais ça mériterait tout un cycle parce que, en fait, on pourrait aborder les questions de la santé. On parlait tout à l'heure, effectivement, moi aujourd'hui, j'ai peur d'ouvrir les réseaux sociaux LinkedIn. En fait, je suis en burn-out, en overdose du mot intelligence artificielle, toutes les sauces, toutes les formes. En fait, on ne sait plus où on en est, on a l'impression qu'on est toujours en retard. Et en fait, il y a un stress qui est mis en disant, vous faites pas d'IA, vous n'utilisez pas les IA. Bah, non, et en fait, on est poussé à utiliser pour être dans le mouvement. Donc, on pourrait aborder sur les questions de santé, sur les questions de régulation, sur les questions de techniques. Enfin, beaucoup d'aspects comme ça, on pourrait faire un cycle. Donc, merci mesdames. Merci. Il y a le guide pour une intelligence artificielle égalitaire qui a été conçu par le laboratoire de l'égalité qui quelques exemplaires à disposition. Juliette, vous pouvez acquérir les ouvrages de Juliette, elle en a apporté quelques-uns dont le titre m'échappe, mais je sais que c'est L'humain au risque de l'intelligence artificielle. Avec Pierre Rabhi. Donc n'hésitez pas, maintenant la parole est à vous, si vous avez des questions. Bonjour, merci pour ce débat fort passionnant. Donc moi, à la base, je suis assez sceptique par rapport à l'IA, mais par curiosité, merci de m'avoir invité. Je voulais vraiment avoir les tenants et les aboutissants. J'ai bien compris qu'on n'avait pas tout abordé. Moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est que typiquement, donc j'ai WhatsApp, j'ai rien demandé et on m'a imposé le logo IA. On a jusqu'au 27 mai pouvoir refuser et bien entendu, impossible de trouver comment refuser. Donc, c'est là où c'est pas normal, c'est que on ne nous laisse pas le choix en tant que citoyen de dire on veut y aller, on veut pas y aller. Alors, moi, je partage complètement ça. Ceux qui peuvent aider, c'est dans les associations, il y a UFC Que Choisir qui fait un travail assez important. Moi, je les avais interrogés dans l'ouvrage pour essayer qu'on garde un peu la main. Il y a en France, avec la protection des données, même si c'est limité, on a quand même un fameux règlement général de la protection des données avec la CNIL, qui est un organisme qui surveille. Mais c'est sûr que c'est pas du tout assez suffisant et que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tout aujourd'hui, mais le fait que, en plus, l'intelligence artificielle aujourd'hui
soit aux mains de quelques multinationales américaines, en plus avec le tournant que ça prend, c'est aussi un risque. Alors après, honnêtement, l'association UFC Que Choisir, je sais qu'elle est assez bonne pour aider sur ces sujets-là. Moi, j'avais interrogé Laurie Lidl qui fait pas mal de choses là-dessus, mais c'est vrai qu'on reste quand même très dépendant de tous ces outils, d'autant plus que c'est très difficile. Moi, il y a toute une partie sur le paramétrage, comment on peut paramétrer même son Gmail, etc., pour essayer. Mais c'est pour réussir à le faire, même moi qui ai fait l'enquête, etc., je ne le fais pas au quotidien. C'est hyper compliqué de réussir à l'être. Mais il y a une manip à faire pour s'en débarrasser. Je ne connais même pas. Oui, alors, Je comprends nos elle est en train de circuler. Ah, oui. Mais pour te Ah dire, je n'ai pas réussi à le faire. voilà. Si vous travaillez dans les paramètres, mais il y a une manip à faire. Oui, mais justement, j'ai vu cette manip. Ouais, Et concrètement, c'est l'horreur. Enfin, c'est l'objectif, que ce soit facile à faire. Mais ce qui est fou, c'est que vous avez dû remarquer aussi, vous avez Copilot maintenant. Oui, ça m'énerve. Oui, dans les Word, voilà. Et en fait, tout ça est arrivé, comme tu dis, on n'a rien demandé. Voilà. Et donc, il faut aussi toute la confidentialité des données. Là, je crois que c'est avant le 27 mai. Oui, c'est ça. Il faut tout de suite dire. Et c'est fou parce que effectivement, sur le plan politique, et pourtant, tu as le RGPD, et ben, rien ne s'est passé. Et tout ça est arrivé d'un coup. Peut-être qu'il va falloir renforcer les associations qui existent et qui travaillent dans la société civile. Donc, il y a la Quadrature du Net, quand même, qui travaille beaucoup. Il y a l'UFC Que Choisir. Il y a tout le numérique du libre qui travaille. Donc, je parlais de Framasoft, l'April, toutes ces associations qui œuvrent pour un autre numérique. Je pense qu'il va peut-être que nous, citoyens, et c'est peut-être une façon aussi de lutter contre les GAFAM et cette emprise importante, c'est d'investir d'autres numériques. Moi, je sais que j'essaye de plus en plus d'utiliser ces outils libres, même si c'est un autre design et qu'on n'a pas l'habitude, c'est quand même une façon de lutter, de moins l'utiliser, et quand on l'utilise, d'utiliser cela. Je pense que, moi, j'avoue que je trouve que quand on est habitué aussi à un design et que déjà, c'est devenu un casse-tête quand même parfois le numérique, c'est vrai que c'est difficile de changer nos habitudes, mais je pense que c'est une possibilité en tout cas. Mais c'est vrai, je pense que l'IA a beaucoup à nous apporter. Comme vous avez dit, la problématique, c'est qu'on l'a donné à tout le monde. J'ai l'impression que c'est fait exprès pour noyer le poisson, parce qu'on l'a donné à tout le monde, alors que tout le monde n'est pas apte. Effectivement, pour une question, on va générer, je ne sais pas combien de chaleur, on va dire, des serveurs, et puis après refroidissement. Donc c'est juste. Et le but, c'est qu'on consomme. Voilà. C'est notre modèle économique. Peut-être juste, je réponds à ta question. On a aussi généré avec les IA une perte de confiance. C'est-à-dire que les personnes aujourd'hui n'ont plus confiance à leur propre réflexion. Et donc, ils se disent, je vais demander quand même à ChatGPT pour voir s'il confirme. Et je dis, mais pourquoi faire? Tu as répondu. Et je pense qu'on va générer, ça va entraîner des générations d'angoissés comme ça, où ils vont se dire à chaque fois, il faut que je fasse confirmer ou justifier. Et effectivement, il va falloir à un moment donné couper. Et je pense que le meilleur moyen, c'est de le rendre payant. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir insisté sur le fait qu'il y avait 20% d'erreurs. Oui. Ça, c'est très, très important. N'hésitez pas, je veux dire, je pense que c'est quelque chose à répéter sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle les hallucinations. Le vrai terme technique, quand on dit, c'est il hallucine. Quand l'IA hallucine, c'est qu'en fait, il raconte n'importe quoi et on s'en rend pas compte. Oui, c'est ça, parce que je voulais te demander, vous avez parlé d'Amazon comme si vous pensiez à quelque chose, mais vous n'avez pas développé. Ah oui, parce que je pensais que. Et si vous me permettez, je serais intéressée de savoir ce que vous vouliez dire. Oui, c'était pour donner un exemple de discrimination. C'était en 2014. Donc, en fait, lors de sessions de recrutement chez Amazon, je ne sais plus quel poste ils recherchaient, et en fait, ils n'avaient que des propositions d'hommes, parce qu'en fait, il avait une base de données de CV d'hommes. Et c'est là où ils se sont aperçus que leur logiciel ne collait pas, leur base de données, bon, d'une part, et surtout aussi leur algorithme était fait avec des critères plutôt masculins. Et de fait, ce logiciel qui devait diffuser au niveau de DRH a été supprimé.
Qui va se faire maintenant avec Trump qui est au pouvoir et qui fait que supprimer l'égalité des genres partout. Parce qu'il y a des pays, il y a des États, moi, c'est ça dans mon travail, il y a des États qui sont en train de supprimer. Il y a déjà une discrètement. question là. Pardon. Il y a une question Il y a des États qui sont en train de supprimer discrètement l'égalité des genres. Et donc, est-ce que ça va jouer aussi sur l'intelligence artificielle? Ah bah ça, c'est évident. Peut-être juste rappeler un point quand même, parce qu'on a la Fondation des femmes, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans, la Fondation des femmes a fait une étude pareille avec Facebook. Et elle a pu faire un rapport pour prouver que l'algorithme de Facebook était complètement sexiste sur le recrutement, ou sur des postes, il n'envoyait que des femmes, et sur d'autres que des hommes. Évidemment, les femmes, c'était tout ce qui était le soin, et tout ce qui était directeur, tout ce qui était informatique, il envoyait des offres qu'à des hommes. Parce que c'était plutôt l'inverse, c'est l'envoi des profils d'hommes. On a une question là, une autre question là, et une troisième. Oui. Bonsoir, mesdames. Je vous remercie parce que vous avez fait un panorama assez complet de ce qui se passe, mais nous sommes devant un défi considérable là. C'est à la fois les nouvelles technologies et l'intelligence, mal nommée, artificielle. Je crois qu'il y a un problème considérable qu'il faut voir un peu plus globalement, c'est-à-dire que nous sommes entrés là avec cette intelligence artificielle et les réseaux sociaux précédemment qu'on n'a même pas digérés, parce que pour comprendre les réseaux sociaux aujourd'hui c'est très compliqué aussi, parce qu'il y a des zones d'ombre et des choses cachées, notamment du côté des algorithmes. Donc, ce qui m'inquiète, moi, c'est que cette intelligence artificielle est aux mains de personnes qui ont des moyens considérables, qui la plupart du temps dépassent les moyens des États, Totalement. que c'est très dangereux et que ces personnes-là, pour être sobres, disons, sont pas forcément extrêmement équilibrées et tournées vers l'humain. Donc, l'humain a à se faire du souci, surtout que ça nous fait entrer, puisqu'on joue avec les textes et qu'on joue avec les images qui sont pas toujours interprétées correctement, parce qu'il y a eu pendant des années des formations à la lecture des images, etc. Et maintenant, les images qui seraient la reproduction d'une forme de réalité sont carrément transformées. C'est-à-dire, on ne sait plus où est le réel. Et je crois que nos sociétés, pour la plupart, ne sont pas armées pour interpréter ça. Et le danger, et moi, ce qui m'inquiète, c'est les citoyens. Parce que s'il n'y a plus de citoyens capables de comprendre en partie, du moins, ce qui est en train de se passer, eh bien, il n'y a plus de démocratie et il n'y a plus de liberté. Et je me demande dans quelle société nous allons. Je crois que nous jouons avec le feu, et ça vaut aussi pour les moyens techniques, hein, c'est-à-dire l'eau et les ressources naturelles qu'on va aller piller. Donc, nous sommes entrés dans une espèce de fuite en avant qui galope sur la rapidité des changements. Et je pense que la majorité des gens vont être perdus dans... Déjà, ça commence, mais dans très peu de temps, tout ça va nous échapper. Alors, je suis extrêmement inquiet. Alors, je sais que ça peut rendre des services quand on a besoin d'un texte rapide ou d'un rapport, mais tout de même, nous sommes passés dans une période où maintenant, ce n'est plus la réflexion qui fonctionne pour la majorité des gens, c'est la foi et l'effet de mode, et la fuite en avant. Alors, moi, je vais vous répondre plutôt sur la partie. Alors, si on utilise les intelligences artificielles, quel est l'objectif de l'utilisation des intelligences artificielles? Quand un objectif assez basique et tout, il n'y a pas de risque. Aujourd'hui, oui, il y a des risques sur la démocratie. On a l'exemple en Roumanie. Ça, on a annulé une élection et là, on revient au deuxième tour, on recommence, c'est pire. Il y a une seule arme qu'a l'Europe aujourd'hui, parce qu'on doit parler, on doit réfléchir de façon globale, c'est la régulation. Mais il faut la volonté de réguler. Et
Donc là, ça fait partie du bulletin de vote qu'on y met aussi dans les urnes quand on va voter, parce que la régulation, il faut l'imposer, il faut la forcer aussi. Alors, quand on parle régulation, le problème, c'est qu'on nous répond souvent, c'est pas démocratique de réguler autant, parce que c'est-à-dire bloquer, empêcher d'accéder. Des pays l'ont fait, et c'est pas que des dictatures, hein, ils ont coupé certains accès. La régulation, mais aussi la souveraineté. Et ça, c'est notre devoir à nous tous aussi. C'est de dire, on va commencer à utiliser des outils souverains. C'est-à-dire qu'on est tous sur Google. En fait, j'ai envie de dire, mais on est tous fautifs, quoi. ChatGPT aussi. ChatGPT, on a tous une boîte mail Google, Outlook, etc. Et derrière ça, on parle souveraineté. Après, on dit oui, mais il n'y a rien d'équivalent. Non, mais c'est qu'on nous répond. Les entreprises, ils ont tous Microsoft. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un, je lui dis, mais tu stockes où tes données? Oh, bon, je ne suis pas cassé la tête. J'ai pris Google, je paye et il fait tout. Ok, mais ça, le problème, il est là. Il faut qu'on mette en place aussi une souveraineté. C'est presque un patriotisme, hein. On en arrive un peu avant la guerre ou à la sortie de la guerre où il fallait se battre. Et quand je parlais tout à l'heure du pape, c'était un peu dans ce côté-là en me disant une entité qui est au-delà des frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'est plus liée à la frontière, elle n'est plus liée au pays, ça ne s'arrête plus. C'est comme un peu la cyberattaque, les cyberattaquants, les hackers. Il n'y a pas de frontière, il n'y a plus de territoire, donc il n'y a plus de règles. Et aujourd'hui, c'est quel est au-dessus, qu'est-ce qui nous reste au-dessus qui nous permet de réguler ou d'avoir en tout cas une pensée qui nous permet de se dire on réfléchit tous ensemble. Moi, je n'ai pas la réponse, hein, mais effectivement, aujourd'hui, on retombe dans un système de valeurs, c'est comme si tout était cassé et qu'on doit reconstruire un système de valeurs à cause des intelligences artificielles, mais on ne sait pas par quel bout commencer. Parce que chacun est dans des camps tellement différents qu'on est un peu perdu. Donc, le risque, il n'est pas que technologique, il est complètement sociétal, il est démocratique, il est écologique. Enfin, on est inquiet si on continue comme ça, mais qui régule aujourd'hui? Moi, je pense que... pardon, à vous. Est-ce que tu as un micro? Parce que ça peut être complété. un micro. Allez-y. Non, mais juste, c'était un point de vue par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je reste optimiste en me disant l'Europe a fait un premier pas avec cette réglementation, parce que le mot réglementation fait fuir les Américains et les Chinois. Donc, moi, je pense que l'Europe, avec ce premier pas, ça va permettre d'avancer. Et il va falloir éduquer, c'est-à-dire un mouvement de résistance. En fait, c'est une résistance qu'il va falloir organiser. Voilà. Et donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faut commencer. Mais je pense que c'est en train de poindre, parce que le côté écologique, certaines entreprises du numérique françaises travaillent sur justement diminuer les impacts environnementaux. Ça y est. Il y a énormément de greenwashing. Oui. Pratiquement que ça. Ouais. Et donc moi, il faut qu'on se batte pour ça, hein, parce que... Et peut-être juste concernant le numérique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a l'impression que pour réussir, il faut créer une start-up numérique. On pousse au financement des startups numériques. Alors, une solution, je dis ça au hasard, mais une solution parce que tu as des points noirs au visage, une solution parce que tu as des poils au visage, une autre solution pour ceci. En fait, tout le monde est en train de développer des solutions, des applications partout. En fait, on arrive sur un système d'overdose, mais ils le disent, ils le font parce que c'est les seules choses qui sont financées aujourd'hui. Ils se disent, mais si on veut créer une entreprise, c'est dans le numérique. Et la dernière fois, j'ai assisté à une conférence où j'ai co-animé une table ronde qui était l'IA comme levier d'émancipation pour les femmes dans les cités. Comme quoi, c'était la seule solution aujourd'hui pour les femmes de cité, c'était celui d'investir et d'entreprendre dans l'intelligence artificielle. Et peut-être que oui, peut-être que non, mais il y en a d'autres leviers, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est les seuls qui sont financés. Et c'est pour continuer notre modèle de surconsommation. Oui, surconsommation, essayer de trouver une licorne qui va gagner de l'argent et qui va aller combattre le monde en se disant on va créer un product libre. C'est le modèle qui s'impose aujourd'hui de réussir. Donc tout le monde y va. C'est hyper croissance. Oui, justement, je pense que merci mesdames d'ailleurs pour vos interventions parce que c'était effectivement très intéressant et surtout vous avez mis le doigt sur ce que tu dis aussi, Gabriela, d'une autre manière, c'est-à-dire que tout est une question d'éthique. Il faut se recentrer sur une éthique et sur un système de valeurs, sur nos valeurs humaines, sur nos valeurs démocratiques, etc. On le voit bien. Enfin,
moi qui travaille sur l'international, sur la géopolitique internationale des droits des femmes, c'est ça le problème qu'on a, c'est cette déliquescence des valeurs, cette déliquescence de l'état de droit au profit de la force, etc. Et donc, c'est vraiment ça donc on arrête? Non, non, C'est ça, je pense que vous parliez tout à l'heure notamment, enfin, les métaux rares pour faire tout ce numérique, toute cette intelligence artificielle. Simplement, il faut se rappeler simplement d'où il y a les métaux rares. Par exemple, la République démocratique du Congo, à cause de ces métaux rares, dans un pays, les femmes sont violées, mutilées sexuellement depuis 30 ans dans la différence générale. Les enfants travaillent dans des conditions inhumaines pour sortir nos fameux métaux qui sont utilisés pour nos écrans. Les miens aussi, hein, j'ai un portable, j'ai un ordi, etc. Enfin, voilà. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il faut aussi, c'est peut-être, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut organiser la résistance. Je pense que c'est le moment ou jamais, quand même, parce qu'on est au bord du gouffre quand même, de la planète. Mais c'est aussi revenir à informer les gens sur, à chaque fois qu'ils font quelque chose, à chaque fois au lieu de penser, ils appellent ChatGPT à la rescousse, ce qui fait qu'effectivement, les proportions se réduisent, etc. Mais oui, c'est oui. Si on n'est que dans l'émotion et la réaction, on n'est plus dans la pensée. La pensée, c'est le temps long, la structure. Donc, je pense que ça, il faut qu'à chaque fois qu'on le peut, et que vous le pouvez, puisque vous êtes expert de cette question, il faut informer sur toute la chaîne que ça implique. Quand vous parlez des métaux, il faut que vous disiez, voilà, que vous alliez jusqu'aux gamins congolais ou jusqu'aux femmes congolaises qui seront massacrées à cause de ça. Et je pense qu'on a tous notre petit rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire d'être toujours informatif sur ce que ça implique d'appuyer sur tel bouton. Merci. Merci. Je sais que Juliette, tu dois parler. Oui, il ne faut pas que je tape trop. Alors, Mais une dernière voilà, question, c'est une question? Oui, sur le chat, peut-être une question. Une dernière question sur le chat, c'était quelle est votre opinion concernant l'usage de l'IA comme compensation et aide aux personnes handicapées? Je suis résolument anti-IA, mais je me trouve un peu à court d'arguments face à mes pairs handi. Donc voilà, si jamais chacune vous avez. moi, je ne connais pas spécifiquement ce sujet, mais après, si ça peut aider, moi, je ne suis pas contre tout usage de l'IA. Voilà, si ça peut être La un robotique, usage, par exemple, pour accompagner des personnes en situation de handicap, Voilà. mais c'est très bien, c'est ce qu'on Il y a des usages. Voilà, Il précis. y a des usages très positifs. Très précis, là. Et typiquement, chez les cas de figure, il y a maintenant des fauteuils roulants, il y a des fauteuils roulants assistés, et il y a l'exosquelette, il y a des fauteuils roulants commandés par la pensée pour des gens qui sont tétraplégiques. Il y a des choses extraordinaires quand même qui se passent dans certains domaines. La santé est vraiment un des domaines où ça a le plus d'impact positif. Si on n'utilisait que là-dessus, il n'y aurait pas beaucoup d'impact sur la planète. Si on avait que cet usage Oui, précis, oui, tout à fait. ça serait. Une autre question? Non, je me permets juste de rebondir. La personne a ajouté IA générative, pardon, pour préciser sa question. Donc, je sais pas L'IA si- générative Oui. Parce que moi, je ne connais pour pas. le handicap. Je connais Oui. pas. Alors, j'ai vu pour une personne qui ne parlait pas Oui. et qui, par une IA générative, arrivait à reproduire une voix et donc arrivait à s'exprimer. Donc, effectivement, on revient toujours à des cas très spécifiques comme ça. C'est de la reproduction de voix, donc d'avoir la possibilité de communiquer avec l'extérieur par la voix, qui est une voix synthétique. Hein. Mais à côté de ça, quoi, c'est vraiment, quand il y a des usages précis, il y a des intelligences artificielles qui travaillent dans les hôpitaux, la détection des cancers, etc. Voilà. Énormément de Et progrès. évidemment que l'IA a apporté beaucoup de progrès. Là, aujourd'hui, ce sont la majorité. Enfin, c'est un peu comme dans une personne qui est diabétique, en fait. C'est qu'est-ce qu'elle peut manger et qu'est-ce qu'elle peut pas manger. Et on est un peu dans ça. C'est-à-dire qu'il faut faire un peu une liste de les usages, ce qui est acceptable aujourd'hui et ce qui est aujourd'hui, qui ne sert à rien à part consommer, polluer et qui n'apporte aucune richesse et qui est même plutôt dangereuse, quoi, si
si on prend toujours l'exemple d'une personne diabétique. Donc, c'est pas, alors, moi, je suis pas une anti-IA, c'est juste que je pars du principe qu'elle peut pas être utilisée à tout bout de champ pour faire tout et n'importe quoi. Les devoirs scolaires, enfin, les gamins ne veulent plus y aller. Hein. Enfin, ils veulent plus aller à l'école, ils me disent, mais l'IA, elle fait tout. Donc, moi, je participe aux entretiens de l'excellence, donc je vais rencontrer des collégiens et des lycéens. Et la dernière fois, ils ont parlé que d'intelligence artificielle. Et là, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous pensez si j'utilise tous les jours pour faire mes devoirs l'IA? Alors, c'était pas l'objectif, mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu apprends au final? Il me dit, copier-coller, parce que c'est faire que ça, et quelle est ta réflexion derrière? Mais aujourd'hui, on leur interdit pas. Enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les enseignants sont dépassés aussi. Les enseignants, en partie, ils sont dépassés. Ouais. Et c'est ça qui est dangereux, ces intelligences artificielles-là, mais professionnellement, il y en a qui sont même utiles. Dire qu'on ne va pas rejeter pour certains emplois d'avoir des intelligences artificielles. Je crois que le problème, ça a été cette ouverture à tout le monde. En fait, ça a été cette vague, et ils l'ont fait, entre guillemets, ça génère de l'addiction. Le sujet, il est là. La techno, c'est une addiction. Et ça tient de la réalité. Et voilà. Et c'est pour consommer. Hein. C'est mon autre ouvrage, Vivre mieux sans croissance, parce que c'est l'objectif, c'est quand même qu'on consomme toujours plus. C'est pour ça qu'on utilise. Mais l'impact sur les jeunes est terrible. Il y a des l'impact études sur les jeunes qui sont en train de sortir. et dans le monde de l'entreprise. Oui, je vais te donner un exemple, moi, que j'ai vécu. Enfin, quand j'ai vécu, on m'a présenté un outil qui est la détection de mouvement. Et c'était il fait donc c'est de la vidéo, et une intelligence artificielle qui va analyser les mouvements. Il me dit, super, donc un très grand restaurant fast-food américain qui a décidé de mettre ça en place, mais aux États-Unis, parce qu'en France, c'est pas autorisé. Donc, une vidéo qui va venir capter ceux qui travaillent dans le restaurant et qui va venir détecter les mouvements. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi? Quel est l'objectif? Parce qu'il dit, moi, j'ai beaucoup d'éthique, société française. Moi, j'ai une éthique, machin et tout. Mais pourquoi? Quel est l'objectif, en fait, de ce restaurant fast-food? D'aller voir exactement les gestes que font les employés précisément. Il me dit non, mais c'est pour détecter des mauvais usages, si on a fait des erreurs, et pour, en gros, leur apprendre à mieux travailler et gagner du temps. Alors, il était sur le poste salade. Je lui ai dit, OK, j'ai fait donc là il travaille pendant 6 heures à couper de la salade. Je fais donc pendant 6 heures, il est espionné par une caméra. Il sait qu'il y a la caméra. Je fais, c'est quoi son objectif? Il va gagner 2 heures. Il m'a dit, oui, mais ils pourront faire d'autres tâches plus artistiques. Et je lui ai répondu, je fais, OK, il va découper la salade en forme de cœur. Je fais, parce qu'en fait, à part servir à espionner son personnel, pour voir la rentabilité précise, c'est-à-dire que se dire à quel moment il a perdu du temps à, je sais pas, juste se dire, je me repose 5 minutes et j'arrête de couper de la salade pendant 5 minutes. Et en fait, c'est ça. Et le problème de ces intelligences artificielles, c'est qu'elles peuvent servir de prétexte à tout. Jeux olympiques. On a pareil, on nous a dit on va mettre en place des vidéos qui vont voir les mauvais usages des personnes. Bon, ça n'a pas marché du tout, mais pour autant, ils ont décidé de le voter il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est passé à l'Assemblée nationale, de voter la mise en place de vidéosurveillance. Ils disent, mais on va uniquement se servir à détecter quand les gestes ne semblent pas correspondre à la norme sur des personnes qui sont un peu statiques, etc. Donc, on a bien rigolé parce que c'était une enquête au Sénat, mais en fait, il avait détecté les bancs ne bougeaient pas. Et en fait, les vidéosurveillances avaient détecté les bancs comme des risques parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que si une personne ne bouge pas, c'était un risque pendant longtemps. Comme la caméra, la vidéo ne savait pas détecter, dès qu'elle voyait un banc, elle s'arrêtait, elle dénonçait tous les bancs. Mais voilà des choses, mauvais entraînement de l'algorithme. Mais voilà, en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est tous ces usages-là qui vont être autorisés, qui vont être... et sur quoi, comment on régule. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est celui qui le produit. Il l'a vendu. Il l'a vendu, le produit. On est toujours dans le contrôle et dans la productivité, dans le contrôle. Non, mais je pense qu'on reparlait de l'éducation. Les cas dont tu viens de parler, bon, alors peut-être pas dans les petites classes, mais il faut absolument sensibiliser les jeunes sur ces dérives d'usage et faire en sorte qu'on soit dans la bonne application. On a une génération qui est quand même beaucoup plus sensible peut-être qu'avant sur les enjeux RSE. Donc nous, dans l'enquête qu'on a faite, on a rencontré pas mal de jeunes dans ces écoles et qui, de fait, sont très sensibles
à tous ces risques, suivre des cours d'éthique. Et donc, la mentalité est différente, mais il va falloir, je pense, beaucoup d'énergie pour former tout le monde et éduquer tout le monde. L'étude qui a été faite sur les jeunes, ben, elle est assez impressionnante parce que, en fait, c'est sur les capacités cognitives des jeunes qui vont changer avec l'usage de ces outils. Comme tu disais, plus de réflexion. Catastrophique. On va dire Et que ça peut être catastrophique parce qu'à ce moment-là, c'est l'asservissement aux outils. Désolée, donc, je dois m'absenter parce que Merci. voilà, on était bien parti. Plus que Bon, on prévu. va- Je voulais vous remercier Il y a plus de d'être questions. là ce soir. Oui, vous pouvez continuer de laisser. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci de retour. J'ai deux questions. La première question, vous avez déjà dit un peu au fur et à mesure, mais j'aimerais globalement savoir quels sont les leviers d'action concrets qu'on peut avoir justement pour intégrer cette approche féministe dans la conception et le développement des différents outils d'IA. Et la deuxième question, ça c'est vraiment pour les spécialistes, entre guillemets. Et la deuxième question, c'est en tant que citoyenne, comment on peut faire justement pour pouvoir aider cette approche féministe en IA. Je vais commencer par répondre. Alors aujourd'hui en France, en Europe, il y a des chartes qui existent qui invitent les entreprises à s'engager clairement sur la mise en place d'IA inclusive, comme Arborus, où je crois qu'aujourd'hui il y a 150 entreprises françaises, européennes et même mondiales qui l'ont signé en s'engageant en disant qu'on veut travailler sur des IA, des intelligences artificielles qui sont inclusives. Donc là, c'est des déclarations. Mais aujourd'hui, comment on fait concrètement? Concrètement, c'est ce qu'a présenté Muriel tout à l'heure. C'est plus de filles dans les formations, c'est la modification des algorithmes, des algorithmes, c'est celui aussi de l'open source. Quand il y a des algorithmes qui sont faits par des femmes, qu'elles soient intégrées, que les hommes soient formés et sensibilisés à la rédaction des algorithmes et à la reproduction des biais sexistes. Mais en fait, c'est très long parce qu'en fait, ça, c'est la partie, c'est qu'une partie. L'autre partie, ce sont les données. Les données, aujourd'hui, celles qu'on récupère, elles sont encore sexistes. Elles le seront de moins en moins avec le temps parce qu'il y a de plus en plus de femmes, mais ça va prendre énormément de temps si on n'agit pas aujourd'hui. Après, c'est évidemment la fin des biais sexistes dans l'éducation. C'est la base aussi, dès le primaire, enfin, dès qu'on est, on arrête de nous élever avec des biais sexistes, on va être éduqué, on va grandir, les nouvelles générations grandiront sans ces biais-là. Et naturellement, ils ne reproduiront plus ces biais parce qu'ils n'auront pas été élevés avec ces biais-là. Mais c'est une volonté forte des familles. Déjà, nous-mêmes, on reproduit des biais sexistes dans tous les jours, parce qu'on a été éduqués comme ça. C'est les familles, c'est l'éducation nationale, c'est aussi une révolution pour l'éducation nationale. Et ce n'est pas qu'un problème français, c'est un problème international, quoi. Et c'est très, très complexe. Et donc ça, c'est côté des solutions. Individuellement, tous les jours, c'est le fait d'utiliser des IA, on va dire pas éthiques, mais en faisant attention à sa consommation d'IA. C'est celui de s'impliquer aussi dans des associations, donc sur du militantisme, d'aller sensibiliser dans les écoles. Les écoles, il n'y a que ça à faire, c'est d'y aller sensibiliser, de dénoncer, en même temps de les sensibiliser sans leur faire peur non plus. Mais c'est vraiment ça, donc le militantisme, c'est au quotidien, quand on est militant jour et nuit. Justement, là, vous demandiez les leviers d'action. Dans le guide qui est là, à disposition, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans les écoles d'enseignement supérieur, les instituts de recherche et les entreprises. Et on est allé collecter toutes les actions, les pratiques qu'ils déployaient. Donc, c'est la réalité du terrain. Donc, sur un panel de plus, on a fait 200 entretiens. Et là, vous verrez, il y a toutes les actions qu'ils mettent en œuvre, justement, pour rendre cette IA plus inclusive. Donc, entre les entreprises, la recherche et les écoles. Et donc, il y a une prise de... Nous, on a constaté qu'il y avait une prise de conscience, justement, de ces problèmes, à la fois des biais et du manque de femmes, et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain.
Mais ça n'est pas partagé entre les différents acteurs. Ça, c'est le problème. Donc, d'où l'idée de faire ce guide et de le diffuser pour s'en inspirer. Et aussi, un peu, j'avoue, beaucoup ont dit on en a un peu ras-le-bol d'agir à notre niveau. Les entreprises qui vont dans les écoles, ben, c'est du bénévolat, tout ça, bien évidemment. Et on attend des actions plutôt sur le plan national, européen, bon, international, c'est peut-être encore un niveau trop élevé, mais il y a un peu une certaine lassitude, une fatigue des gens qui agissent aussi sur le terrain en ce moment. On parle tout à l'heure de régulation, hein. La solution, c'est aussi cette régulation. Et elle est lente. 2, elle est quasiment pas mise en œuvre. Après, 3, elle n'est pas claire, hein, on ne sait pas ce qui se passe. Et en plus, on a les États-Unis qui, eux, ont fait aussi un IA Act qui est hyper agressif, qui en fait, il a décidé, cet IA Act, d'écraser en fait toutes les autres régulations. Donc, en gros, c'est comme si de toute façon, je m'en fiche de votre régulation, la mienne est au-dessus. Donc, la seule solution, c'est de ne plus aller sur ces produits américains parce qu'il a décidé que tout ce qui était américain, bah, ça resterait américain, même si c'est en Europe. Bah, arrêtons d'aller. Moi, je viens du public, service public, je vais dire au service public, mais pourquoi vous êtes encore sur toutes ces intelligences, enfin, tous ces systèmes américains, quoi. Oui, et puis tu as les appels à projets. Aussi, hein. Mettons l'argent là où il faut, c'est-à-dire arrêtons de financer des centaines de petites applications qui verront jamais le jour et mettons tout cet argent à se dire on crée un système européen qui va nous permettre d'être souverain en fait, et d'être indépendant. Après, si on a envie d'aller sur un produit américain, ça sera notre problème. Il existera une solution qui nous permettra d'être en souveraineté et d'être protégé si on a envie que nos données n'aillent pas aux États-Unis. Hein. La Chine aussi. Hein. Oui, la Chine, mais la Chine, ils sont. Voilà. Ouais. C'est vrai. Mais bon, TikTok est un autre problème. On va faire un article TikTok. Merci beaucoup. Merci.